Bonjour Guillaume Dumoulin. Bonjour. Alors vous êtes délégué syndical CGT de la SAD, la Société d'agence et de diffusion. Ce sont en fait les dépositaires filiales de Prestalis qui assurent la distribution de la presse en province. Le vendredi 15 mai, il y a une quinzaine de jours, le tribunal de commerce de Paris a déclaré la mise en liquidation judiciaire de ces deux filiales du groupe, la SAD et la Soprocom, avec le licenciement de 512 salariés sur tout le territoire. Alors depuis maintenant 3 semaines, la presse quotidienne et magazine n'est plus distribuée en province. Quelle est la situation? Alors, pour compléter, c'est 512 salariés à la SAD et 6 à Soprocom, donc ça fait 518 salariés qui ont perdu en quelques secondes leur emploi, alors que des négociations étaient engagées pour une poursuite d'activité, alors malheureusement avec moins de salariés, mais une réorganisation qui aurait pu être acceptée par les salariés. Malheureusement, cela ne nous a jamais été proposé et l'offre déposée par la CDQ, effectivement, La CDQ? coopérative des quotidiens, D'accord. qui est un des actionnaires de Prestalis, qui a été la seule à faire une offre dans un premier temps, puisque la coopérative des magazines n'est pas venue la compléter, a conduit à ce qu'il y ait une offre que sur le siège et le centre de distribution parisien, excluant toute la partie province, donc les SAD et les Soprocom. Alors ce plan social d'envergure de tout le système coopératif de distribution de la presse pourrait-il entraîner la disparition de nombreux titres? Je pense aussi aux kiosquiers, aux diffuseurs qui sont sur tout le territoire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, même si la presse a dû continuer à sortir pendant la période de confinement, puisque jugée utile à la nation, comme l'a dit notre président, elle a quand même beaucoup souffert pendant cette période, puisque même si il y a beaucoup de diffuseurs qui ont dû fermer parce qu'ils avaient des salariés, ou pour des questions de sécurité, mais ou même pour le peu de livraison qu'ils avaient, puisque même les éditeurs ont réduit leur parution, et ça a conduit à ce que déjà cette période était très difficile. Il faut remettre dans le timing, on déconfine le 11. Le 12, on demande la liquidation de la SAD. Euh, c'est limite incompréhensible. On a demandé à tous les salariés de la presse de continuer à travailler pendant le coronavirus, malgré toutes les difficultés qu'il y avait, et on liquide l'entreprise le lendemain du déconfinement. Enfin, c'est assez incompréhensible et ça met en danger donc les diffuseurs, les éditeurs qui eux attendaient qu'une seule chose, repartir. Un des exemples, c'est ce qu'on appelle les hippiques, Paris Turf, tout ce qui est, ils étaient en arrêt complet puisque les courses hippiques il n'y en avait plus, donc ils avaient plus de raison de faire paraître leur jeu c'est sur les paris, pas de course, pas de paris. Et au moment où ils doivent reprendre, pour essayer de voilà, parce que c'est très difficile de ne pas paraître pendant 2 mois, même s'il y a le chômage partiel qui est mis en place ou des choses comme ça, des aides aux entreprises, c'est très lourd. Et on liquide la boîte qui les distribue en province le lendemain où ils reprennent leur parution. C'est enfin, c'est quand même compliqué. Donc il y a des titres qui sont en danger. Aujourd'hui, il y a des titres qui savent pas comment être distribués, déjà sur un plan national. Et alors le pire, c'est pour les éditeurs locaux. Parce que eux, de passer directement par les dépositaires, ne passaient pas par les messageries, puisque n'ayant pas une envergure nationale, ils n'étaient pas concernés par la loi Bichet. Et les utilisateurs, eux, se retrouvent sans solution, par exemple, à Lyon et Marseille. Vous prenez par exemple le journal La Marseillaise, qui est distribué par la SAD de Marseille. La SAD de Marseille ayant été liquidée, il n'a plus de moyen d'être distribué. C'est un vrai drame pour la démocratie. Et les conséquences sont aussi très lourdes pour les diffuseurs de presse, les marchands de presse, qui sont plus alimentés. Et les messageries expliquent qu'elles vont faire des plans de secours pour essayer de les livrer, sauf qu'elles n'arrivent même pas à s'entendre, elles en ont un chacun, ça marche pas, donc, très difficilement. Il n'y a que des erreurs et ça fait plus de 2 semaines que le réseau il est quasiment pas livré. Et ils sortaient du coronavirus, eux aussi sont en grand danger. Et il faut quand même penser que demain, s'il n'y a pas de diffuseur, c'est quand même le bout, c'est celui qui vend la marchandise. Hein. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de réseau et il n'y a plus de diffuseur, on peut travailler en amont tout ce qu'on veut. On peut y mettre des millions sur la table. S'il n'y a pas les diffuseurs au bout, il n'y a pas de vente et il n'y a rien qui tient. Alors le syndicat général du livre et de la communication écrite, dont vous êtes membre du bureau, a fait appel de cette décision du tribunal de commerce de Paris. Qu'en est-il? Alors, on a fait appel, notamment parce que nous, ce qu'on ne comprend pas, c'est la mise en redressement judiciaire.
de la maison mère Prestalis, mais la demande de liquidation immédiate de la SAD. Alors qu'en réalité, même si on était une filiale, on exerçait exactement les mêmes activités sur le territoire français et il n'y avait pas de logique à traiter différemment. On était à 100% filiale Prestalis, donc il y a eu un choix de couper la branche. Il y avait des lettres d'intention, notamment de la coopérative des magazines, qui avaient été sollicitées d'ailleurs par notre syndicat pour dire qu'il faut renforcer l'offre de la CDQ en y incluant les SAD pour que ça continue. Mais apparemment, il y a une décision qui a été prise probablement aussi au plus haut sommet de l'État de dire non, on arrête là, on va pas plus loin. Et cette décision de liquider est plus que surprenante. D'ailleurs, un décret devait paraître de 50 millions d'euros pour permettre la continuité d'activité jusqu'au redémarrage. Il n'a été que de 35, ce qui laisse à penser qu'effectivement, il y a bien eu un choix les 15 millions devant permettre la continuité probablement de la SAD. Et on s'est retrouvé donc personne ne pensait le vendredi 15 à 15 heures qu'il n'y aurait pas une solution pour continuer la distribution de la presse. Or, ça s'est arrêté d'un coup. On a bien évidemment fait appel dans l'objectif que la SAD ne soit pas liquidée et qu'on puisse continuer à distribuer la presse sur le territoire, parce que ça s'est arrêté net d'un coup. Malheureusement, la coopérative des magazines qui devait faire une offre en y incluant la SAD est venue renforcer l'offre, entre guillemets, de la CDQ plus tard, quand la CDQ a confirmé son offre le 20 mai, mais il n'y avait pas les SAD dedans. Donc notre appel a probablement peu de chances d'aboutir, malheureusement. Mais nous, on estimait nécessaire de contester cette décision qui est incompréhensible. L'état du réseau dans lequel il est, quelqu'un de responsable ne fait pas ça. Ils sont en train de tuer la profession. Alors, comment la société mère Prestalis aujourd'hui compte-t-elle distribuer l'information vu la situation? Je pense que ça va plus loin que la maison mère Prestalis. Et je pense que c'est la façon dont les éditeurs veulent, eux, que demain leur papier soit distribué. Il faut revenir un peu en arrière. 1947, la loi Bichet est votée. Elle crée un principe simple. Elle oblige les éditeurs à se monter en coopérative et à posséder leur outil de distribution pour des questions d'équité, de pluralisme, qu'un gros mange les petits et ainsi de suite, ou les refuse. D'ailleurs, l'UMA, c'était bien connu, avait été refusé par Hachette, qui ne voulait pas le distribuer. Donc pour éviter tout ça, c'est monté. Ils étaient donc propriétaires de leur réseau de distribution. Ils étaient obligés d'être dedans. Quand vous étiez éditeur, vous n'étiez pas que éditeur, vous deveniez logisticien pour assurer la distribution, de façon coopérative. Et la modification qui a eu lieu et la libéralisation du secteur par le gouvernement Macron en 2019, d'ailleurs avec la complicité de notre ancienne directrice Michèle Bengunan, ça a conduit à leur rendre leur liberté. Ils ne sont plus obligés d'être propriétaires de leur outil de distribution. Et ça ouvre la boîte de Pandore, puisque un éditeur, ça peut se comprendre, il n'a pas envie d'être logisticien, ils veulent faire appel à des sous-traitants, ils en ont que faire de l'idée d'équité entre les titres. D'ailleurs, ils sont en concurrence les uns les autres, donc la question d'équité, elle se pose pas. C'était la loi qui les obligeait. Donc je pense qu'ils sortent, ils se désengagent en réalité du réseau, donc ils commencent par les filiales. Je pense qu'à partir de tout le monde attend en réalité 2023 et l'ouverture complète au niveau des messageries. Et je pense que Prestalis et MLP, quoi qu'on en dise, ils sont condamnés à très court terme. Parce que on va se retrouver avec des gros mastodontes de la logistique qui seront juste dans le déplacement du papier, avec probablement la mort de beaucoup d'éditeurs qui n'auront pas les moyens de se distribuer. Et il y a aussi la question de l'équité sur le territoire. C'est que si on ne parle que de question de rentabilité, il n'est pas dit que tous les points de vente dans les milieux ruraux, ils soient livrés tous les jours et que la presse aille jusqu'au lecteur citoyen. Il y a tous ces enjeux derrière, c'est pas qu'une question économique, il y a des questions démocratiques qui sont complètement aujourd'hui éludées dans la façon de traiter le dossier. Alors, avec votre syndicat, vous travaillez à la création d'une SKIC, une société coopérative d'intérêt collectif, qui aurait pour objectif la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif qui présentent un caractère d'utilité sociale. Alors, comment est né ce projet et quelle en est sa philosophie? C'est notre boulot. Nous, on refuse que quelqu'un d'autre le fasse à notre place. La presse, elle existe encore, il va falloir la distribuer, il va falloir le faire, et on dit pourquoi ne pas le faire nous-mêmes?
Sauf que on veut y impliquer tout le monde parce qu'on n'est pas les seuls intéressés à la distribution de la presse. En premier lieu, les éditeurs, en leur disant vous ne pouvez pas vous déresponsabiliser totalement. Donc vous devez participer à ce projet, puisque c'est tout l'intérêt de ce type de société, c'est d'y mettre tous les acteurs de la filière. Que ce soit, et même on peut y mettre aussi les pouvoirs publics qui sont quand même intéressés à ce que la distribution de la presse puisse se faire sur tout le territoire et que chaque citoyen, peu importe sa localisation, puisse avoir accès à la presse. Donc on dit il faut y mettre tout le monde pour que ça responsabilise tout le monde et on est prêt en tant que salarié à s'investir dans ce projet et à monter effectivement ce qui est une société coopérative d'intérêt collectif avec le concours évidemment des premiers concernés qui sont les éditeurs, les messageries et demander bien évidemment le soutien des pouvoirs publics pour que la presse puisse redémarrer. Et l'intérêt, c'est aussi de pouvoir redémarrer très vite, parce que nous, l'outil de production, il est entretenu par les salariés. On est prêt à redémarrer très vite, parce que le réseau, je pense qu'il ne peut pas durer éternellement comme ça. Sinon, il va y avoir vraiment de la casse très sévère. Et comme j'ai dit tout à l'heure, s'il n'y a plus de diffuseurs parce qu'ils ont fermé, la presse ne pourra plus être distribuée. Alors, comment réagissent les éditeurs, les pouvoirs publics à travers les différents contacts que vous avez pu avoir sur ce projet de SKIC? Euh, alors, ça dépend. Probablement que Prestalis est plutôt revanchard et ne veut pas en entendre parler. Ils nous ont liquidés. Je pense que c'est pas pour réinvestir demain. Nous, on leur demande quand même de participer. Mais c'est pas. Mais on sollicite tous les éditeurs, la coopérative des magazines, les MLP et Prestalis pour dire il faut que vous participiez. En plus, ils ont quand même une responsabilité sociale qu'ils n'ont pas assumée le 15 mai. Mais on leur dit voilà, on va rencontrer les pouvoirs publics. C'est quand même plutôt bien. Enfin, je dirais pas que c'est bien accueilli par les éditeurs, mais le fait est qu'ils ont aussi besoin d'une solution de distribution sur place. Ça permet aussi de régler la question sociale. Je pense que ça peut être quelque chose qui peut, à un moment ou l'autre, être une sortie de crise. Alors la difficulté, ça va être le timing, le temps, puisque ce jeudi 28 mai, des offres de reprise de ces fameuses filiales de Prestalis, une quinzaine si je ne me trompe pas, doivent être déposées au tribunal de commerce de Paris. Alors avez-vous déjà eu connaissance de certaines offres et voilà, où en est-on? Pour l'instant, on n'a pas connaissance d'offres avant cette date. Il est d'ailleurs, à mon avis, pas sûr qu'il y ait des offres qui soient déposées avant le 28. Alors pourquoi? Parce que notamment la direction de Prestalis entend a entendu pendant un bon moment vendre les mandats, parce que c'est des zones d'exploitation commerciale en gros, dans leur logique. Et ils voulaient les vendre. Sauf que nous on disait, notamment sur des zones où il peut y avoir des transferts de salariés. Si on reprend l'activité, on peut reprendre des salariés. C'est peut-être ce qui va se passer sur certaines zones où la SAD opérait avant, de dire il peut y avoir ces transferts. Sauf que vous êtes obligé c'est un transfert de contrat de travail et on sent bien la volonté d'attendre que les salariés soient licenciés pour ne pas avoir justement à reprendre ce passif social. Vous savez également que les gros éditeurs diffusent beaucoup sur le numérique. Certains titres ont d'ailleurs plus d'abonnés numériques que papier. Alors, ne craignez-vous pas un basculement irréversible sur le digital? Alors, notre analyse là-dessus, c'est de dire de toute façon, il y a un basculement qui s'opère. Est-ce qu'il sera total ou pas? Je ne pense pas qu'il soit à un moment ou l'autre total. Je pense qu'il y aura toujours des gens qui seront attachés au papier. Euh, pour autant, la diminution, elle est réelle. C'est aussi ce qui fait qu'on a de moins en moins d'effectifs, c'est que les volumes papier forcément baissent. Après, le problème du numérique, c'est que même à équivalent, même en ayant plus d'abonnés numériques que papier, ce qui paye encore les salles de rédaction, c'est le papier. Parce que le problème du numérique, c'est que y a plus gros qu'eux, notamment les GAFA, qui captent tout le marché publicitaire. Le lecteur n'a encore pas l'habitude de payer énormément cher, en tout cas un produit numérique. Et toute la difficulté pour les éditeurs, c'est de rentabiliser. Je pense que le bimédia, enfin le fait que ce soit sur deux supports, a encore une cohérence, enfin a une cohérence. C'est Le très fait de basculer sur complémentaire, le oui. numérique risque d'être compliqué. Le tout numérique, je pense que ce n'est pas encore pour aujourd'hui. Après, il y a différents types. Les quotidiens, par exemple, sont évidemment plus avancés vers cette logique. En plus, il y a une question effectivement d'immédiateté de l'information
le temps n'est pas le même, donc ils sont un peu plus intéressés. Pour autant, aussi, aujourd'hui, 70% du chiffre d'affaires d'un loi, c'est encore le papier. Hein. Ouais. C'est tout le paradoxe d'ailleurs, c'est que ça coûte cher, mais en même temps, on ne peut pas s'en passer non plus. C'est toute la différence. Donc 70%, c'est pas rien. Si on gardait que les 30% restants, on ne peut pas se payer un siège des journalistes et tout ce qui va avec. Donc il y a une difficulté économique qui est réelle dans la presse. Et le numérique, comme je le disais, en plus, il y a le risque d'être banalisé sur le numérique. François avait basculé sur le numérique, a basculé sur le numérique, il a disparu, plus personne n'en entend plus parler. Hein. Alors que c'était un des plus grands quotidiens, le plus diffusé à un moment. Aujourd'hui, personne va se connecter sur le site de François. C'est pas la solution miracle. Je connais très bien le sujet puisque je travaillais à François. Donc je peux confirmer qu'effectivement le projet a volé en éclats. Ouais. Pour conclure, votre syndicat appelle également à la solidarité dans les actions syndicales, mais également financières. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, la première des choses, c'est qu'on n'accepte pas la façon dont on a été traité. Donc, on a notamment les camarades dans les imprimeries qui font partie de notre syndicat qui refusent d'imprimer les destinations qui normalement étaient opérées par les SAD pour justement éviter qu'il y ait un plan de contournement qui s'opère. Pour mettre la pression aux éditeurs et dire il faut régler différemment. Et notamment, ce qu'on disait, plutôt de dire porter le projet de SKIC qui permettront de trouver une solution et on reprendra le boulot. Mais vous ne pouvez pas laisser 512 personnes partir. Ça, c'est la première des solidarités, c'est dans l'action, dans le concret. La deuxième, effectivement, c'est une solidarité financière parce que aujourd'hui, on n'a plus de boulot. On est chômeur depuis que la boîte a été liquidée et il faut aussi pouvoir subvenir à la vie de tous les jours, surtout que occuper, courir un peu à gauche et à droite, ça a un coût et le syndicat la profession répond énormément à la solidarité pour les SAD et d'ailleurs on remercie tous ceux qui y participent. On a ouvert une cagnotte en ligne, il y a des syndicats et des gens qui envoient aussi des chèques à notre syndicat. En tout cas ça afflue, il y a une vraie solidarité. On pourrait regretter qu'elle soit pas plus forte dans l'action et la grève directe, mais en tout cas, on peut pas dire qu'on est une profession qui regarde ailleurs. D'accord, merci Guillaume, et puis de toute façon, on continuera l'humanité à suivre votre actualité et la situation de la distribution de la presse qui nous touche directement. Donc merci à toi et bon courage. Merci.